On va partir en Russie où Vladimir Poutine teste sa capacité nucléaire au combat dans un exercice avec des missiles balistiques Yars au nord-ouest de Moscou, des missiles d'une portée de 11 000 km. Un exercice qui intervient alors que Poutine a abaissé le seuil d'utilisation des armes nucléaires en cas d'attaque aérienne occidentale. Pour en parler, Anastasia Kirilenko nous a rejoint. Bonjour, journaliste d'enquête indépendante russe. Vous avez co-réalisé le documentaire Poutine, le parrain. Avant de nous entendre, je me tourne vers vous, Emma Barrier. Bonjour. Que sait-on de ces tests ? Eh bien que la Russie a une nouvelle fois testé la capacité au combat d'une de ses unités équipées de missiles balistiques intercontinentaux, les fameux missiles Yars. C'est le ministère de la Défense russe qui l'a indiqué à une agence de presse russe. Alors, en quoi consistait cet exercice ? Eh bien, cette unité s'est entraînée à regarder, donc déplacer, camoufler, mais aussi protéger des attaques les missiles Yars, et ce sur une distance pouvant aller jusqu'à 100 km. Alors, ces images d'exercice, ce ne sont pas les premières que l'on voit cette année, puisque le dernier exercice de ce même genre s'était passé en juillet dernier. La Russie, donc, cette année, a déjà réalisé toute une série d'autres exercices dans le but principal à chaque fois, eh bien, de dissuader l'Occident d'intervenir dans la guerre en Ukraine. Emma, que sait-on précisément sur ce missile avec lequel les unités russes s'entraînent ? Bien, regardez sa carte d'identité, il s'agit du RS-24 Yars. C'est un missile balistique qu'on dit intercontinental puisqu'il peut parcourir plus de 5500 km. Et pourquoi Yars ? Eh bien, regardez, c'est l'acronyme de fusée de dissuasion nucléaire. Voilà pour sa fiche d'identité. Ensuite, pour ses caractéristiques, eh bien, il mesure environ 23 mètres de long. Sa portée maximale, c'est environ 10-11 000 km, on l'a dit. Et il a une durée de vie d'une vingtaine d'années. Enfin, pour finir, sa spécificité, ses charges nucléaires sont MIRV. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, ça signifie qu'en fait, le missile a plusieurs têtes nucléaires qui, chacune d'entre elles, suivent une trajectoire indépendante quand elles entrent dans l'atmosphère. Alors le nombre de charges est gardé secret sur chaque missile, mais on peut estimer qu'il en détient environ entre 3 et 10 projectiles, et chacun ont une puissance de 150 à 200 kilotonnes. Merci beaucoup, Emma Barguet, pour ces précisions. Général Chauvency, quelle cible peut être touchée à une telle distance quand on a une portée de 11 000 km ? Une ville, c'est le but de la dissuasion. La dissuasion nucléaire au niveau stratégique n'a pas pour objectif de détruire des forces militaires en tant que telles. D'abord, quand on parle d'une tête MIRV de, en gros, 150 à 200 kilotonnes, c'est l'équivalent de 10 fois Hiroshima. Vous en avez 3 à 10 dans ce type de missile, et qui sont indépendamment ciblés, vous voyez quand même que ça représente une frappe gigantesque. Mais une ville comme Londres, comme Paris, comme Berlin ? C'est le but de toute dissuasion, y compris la dissuasion française. La dissuasion nucléaire, quelle qu'elle soit, a pour objectif premier d'empêcher la guerre, théoriquement. C'est le non-emploi. Ce qui veut dire qu'on veut mettre sur le dos de l'adversaire, de l'ennemi, le poids de la responsabilité de s'être engagé dans une guerre, et que les dommages qu'on lui causera sont tels qu'il n'a pas intérêt à faire la guerre. C'est ça le principe de la dissuasion. Les Russes pratiquent exactement la même discipline stratégique, je dirais, dans ce domaine-là. Et à 11 000 km, effectivement, les États-Unis sont un peu ciblés quand même, me semble-t-il. Ce ne sont pas des missiles en silo, ce sont des missiles qui se déplacent sur des gros porteurs à roues. Donc on peut se déplacer dans toute la Russie et aller là où il faut. Donc la cible, c'est la ville, quelle qu'elle soit. Donc on est bien dans le chantage nucléaire, mais qui est le principe même de la dissuasion nucléaire stratégique, à la différence du nucléaire tactique dont on parle souvent, qui a une vocation théorique à détruire que des forces militaires, parce qu'il y a des charges moins importantes, ce sont des missiles qui vont moins loin, et puis c'est aussi un peu ce qu'on a évoqué dans la stratégie française il y a une trentaine d'années, l'ultime avertissement. Je vous nucléarise une unité blindée, par exemple, pour vous dire que vous allez plus loin, la dissuasion stratégique dont on vient de parler sera mise en œuvre. À quoi joue Poutine ? Poutine prétend qu'il joue à la dissuasion, et c'est ça où se cache le cynisme, parce que d'après la constitution russe, maintenant les régions annexées d'Ukraine, c'est aussi la Russie. Donc les fameux soldats nord-coréens qui vont peut-être combattre ou combattent déjà à Koursk, ils seront obligés aussi de défendre la Russie dans ces régions-là. C'est-à-dire, lui, il a commencé la guerre, ensuite il a passé la réforme en disant maintenant c'est la Russie, et maintenant il joue que si quelqu'un essaie de vraiment récupérer ces régions,
il peut tirer, soi-disant, pour protéger la Russie, la nouvelle Russie avec ses nouvelles frontières. Donc il faut expliquer tout ce cynisme, ne serait-ce que pour l'opinion publique. Ces tests, ils interviennent alors que Vladimir Poutine a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il avait modifié la doctrine nucléaire russe et qu'il ne suffisait pas d'être attaqué nucléairement sur son territoire pour que lui utilise l'arme nucléaire face à ses ennemis. Oui, tout à fait. Mais depuis 2 ans, il y avait plusieurs pas vers ce sens, vers l'escalade. C'est aussi le fait d'avoir placé des missiles nucléaires en Biélorussie. C'était du jamais vu. Et même depuis 2014, il y avait déjà des discours que les armes nucléaires pourrait être utilisée si la révolution orange menace la Russie. Enfin, si, soi-disant, l'Occident essaie de renverser le régime. Donc, tout ça est inquiétant. En même temps, la Russie souffle le chaud et le froid, au moins dans le chaud de la propagande, quand vraiment quelqu'un de haut placé, comme par exemple Dimitri Medvedev, le fonctionnaire russe qui aime menacer des armes nucléaires. Quand il parle, ensuite, il y a quand même des experts qui expliquent que ça sera le point final. La Russie sera un État paria et il y aura... enfin, une ville en Russie pourrait être bien détruite, et pas seulement une ville, mais la place rouge, le Kremlin. Donc, les derniers têtes raisonnables, si vous voulez, ils interviennent même à la télé et sans doute aussi... à Poutine, on devrait expliquer cela. Ulrich Bouna. Ouais, peut-être juste déjà un contexte plus global. En fait, quand on a des armes nucléaires, c'est un peu normal de faire des tests. Les Français en font 4 par an, les tests poker, donc qui consistent à mettre en scène, on va dire un petit peu l'utilisation de missiles nucléaires sur des avions de chasse. Il y a actuellement le test annuel de l'OTAN, Steadfast Noon, donc qui justement lui aussi vise à confirmer que les unités sont bien préparées pour le transport d'armes nucléaires, donc les avions de chasse de l'OTAN. Donc on pourrait se dire que finalement ce test qui se déroule exactement en même temps que les tests de l'OTAN vise finalement à faire une réponse toute simple à l'OTAN pour dire vous faites des tests, on fait nos tests. Donc par contre ce qui frappe, c'est que donc ces tests de missiles Yars, on avait à peu près 1 par an avant 2022, et là ça s'accélère. Je crois qu'on est au 3e ou 4e déjà cette année. Donc oui, il y a une volonté d'utiliser ces tests pour faire peur, pour dire regardez, effectivement, retenez-moi où je fais un malheur, pour le coup, effectivement, d'agiter le sabre nucléaire pour espérer toujours agir sur déjà faire qu'on en parle, c'est le cas, et ensuite faire finalement que ça provoque une espèce d'auto-restriction des Occidentaux dans leur aide à l'Ukraine, parce que c'est un peu ça qui se joue derrière. Est-ce que ça fonctionne ? Ça, potentiellement, oui, quand même un peu. On voit qu'il y a certaines lignes rouges que les Occidentaux, notamment les Américains, ne souhaitent toujours pas franchir. En revanche, effectivement, c'est un petit peu, on va dire, autodestructeur pour les Russes, parce que à chaque fois que ces lignes rouges sont franchies, lorsque, par exemple, les Ukrainiens rentrent sur le territoire russe à Koursk et qu'il ne se passe rien, concrètement, en fait, effectivement, toute cette agitation nucléaire pour dire si jamais vous franchissez ce qu'on estime être des lignes rouges, ça va être la fin du monde. On voit bien qu'en fait, ça force à chaque fois la Russie à déplacer, en fait, à reculer ces lignes rouges petit à petit. Donc effectivement, il y a au-delà de cet affichage, finalement aussi parfois une espèce d'impuissance, puisque finalement les Russes sont pas aussi capables de répondre sur le terrain qu'ils le devraient. Et lorsqu'on franchit les lignes rouges, finalement, il ne se passe rien. Pour rebondir sur ce que vient de dire Ulrich Bouna, cette rhétorique de la peur, ça marche parce que les missiles à longue portée réclamés par Zelensky, les Alliés refusent de les donner pour que l'Ukraine frappe en profondeur sur le territoire russe. Oui, en partie ça marche, bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord sur cette histoire des lignes rouges. Récemment, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, avait dit on l'a provoqué en posant la question sur les lignes rouges, et il a répondu quelque chose que on ne frappera pas. On est quand même raisonnable, les lignes rouges, c'est pour le discours. Ça, cet aveu, c'est quand même intéressant.
Et sinon, le Kremlin, si vous voulez, est déçu que l'Occident n'abandonne pas l'Ukraine complètement avec toutes ces menaces, que l'Occident répète toujours qu'on ne laissera pas Poutine gagner. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de statu quo. On ne laisse pas l'Ukraine perdre, mais on ne la laisse pas gagner non plus. Qui peut rivaliser avec Vladimir Poutine sur ce terrain des têtes nucléaires transportées par ces missiles ? Non, je crois que c'est pas une question militaire en fait, c'est une question géopolitique. Et ce que vous venez de dire est exactement cela, c'est-à-dire qu'on est dans un discours qui anime en fait le paysage stratégique et la guerre aujourd'hui. Et moi, l'idée serait que derrière, du côté russe, on cherche à gagner du temps en mettant des fausses lignes rouges, en quelque sorte, par le nucléaire, qui lui permettraient finalement d'acquérir les avantages sur le terrain actuellement dans l'optique de la fin de l'année et de 2025. Donc, c'est de gagner du temps. Voilà. Alors maintenant, s'opposer militairement. Non, comme je vous l'ai expliqué, la dissuasion nucléaire, c'est une arme ultime. Ne nous faisons pas d'illusions. Si jamais ça devait être une mise en œuvre, au niveau, je dirais, stratégique, tout serait détruit. Donc, on parle de personnes raisonnables quand même. On n'est pas dans un cas de fanatisme idéologique. Donc, non, la seule risque qu'on peut avoir à estimer, on en parle depuis 30 mois, c'est qu'à un moment donné, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, on utiliserait, j'ai bien dit au conditionnel, une arme nucléaire tactique aux effets limités sur une cible militaire, parce que ça changerait le cours de la bataille, en quelque sorte. Mais même cela, aujourd'hui, c'était une ligne rouge qu'on n'a pas arrêté d'évoquer, qui est un risque, à mon avis, permanent dans tous les esprits. Oui. On peut y arriver, à un moment donné, si jamais les Russes perdaient sur le terrain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est un risque qui pourrait se révéler. Mais c'est ce qui vient d'être dit. C'est que pour l'instant, ce n'est pas la situation. Il y a des gens raisonnables et on espère que conventionnellement, on espère peut-être pas le bon terme, on s'efforce de gagner sur le terrain d'une manière conventionnelle pour ne pas en arriver à être obligé d'utiliser l'arme nucléaire. Dans tous les cas, pour répondre finalement à votre question, de toute façon, les Russes ne gagneraient pas dans cette affaire-là. Parce que les capacités nucléaires américaines sont énormes, comme bien le savoir, si jamais on en arrivait là, mais les capacités de destruction conventionnelles sont aussi énormes. Donc avant d'en arriver là, les Américains seraient capables de détruire finalement une grande partie de ce que les Russes ont, et ils l'ont dit d'ailleurs. C'est pour ça que l'arme nucléaire n'a pas été utilisée. Mais il y a quand même une dissuasion nucléaire britannique, une dissuasion nucléaire française. Ce sont autant d'impondérables. Donc en soi, il y a ces pattes, c'est le jeu d'échecs, personne ne peut rien faire. Oui, certains disent que c'est un fusil à un coup, mais quelle garantie à l'Ukraine que les pays de l'OTAN, ensemble ou séparément, réagissent, interviennent si Poutine utilisait ce qu'on appelle l'arme nucléaire tactique, mais c'est quand même du nucléaire, sur le territoire ukrainien? Je pense qu'ils réagiront quand même. Ça va dépendre de beaucoup de choses, des hommes politiques en place. Mais même le fameux Trump, s'il gagne, parfois il a fait des coups, par exemple en Syrie, il a fait une frappe quand personne n'en attendait. Ça, c'est les lignes rouges de la part de l'Occident, en tout cas, il me semble. Mais les liens entre Trump et la Russie sont quand même très, très profonds depuis des années. On a appris, grâce à l'enquête de Régis Janté, que la première visite de Donald Trump en Russie avait été montée par le KGB. Oui, là, moi aussi j'ai enquêté là-dessus. Le pire, ce qu'il y avait le crime organisé russe, qui est toujours proche des services russes, qui investissait en masse dans l'immobilier de Trump. Ils habitaient dans le Trump Tower. Et le mafieux qui avait un accès direct au KGB, il était au casino de Trump avec sa limousine. Peut-être ça venait même de là, des années, fin des années 80, début des années 90, les liens ont commencé. Mais quand même, dans des affaires comme ça, il y a le Congrès américain, il y a l'opinion publique. Ce que Poutine sous-estime, c'est toujours l'opinion publique occidentale. Pour lui, ça n'existe pas. Il y a juste Trump, Macron, que l'opinion publique puisse faire pression et quand même demander, par exemple, le soutien à l'Ukraine. Selon les sondages, la plupart des Européens sont quand même pour le soutien à l'Ukraine. Mais Poutine, voilà, vraiment, il ne pense pas. Ou même la presse, les journalistes d'enquête, pour lui, comme si tout cela n'existait pas. Ulrich Bonnat ? Moi, je pense que quand même sur l'utilisation du nucléaire, il y a quand même un tabou mondial. En fait, effectivement, il y a des lignes rouges occidentales.
lorsque ça a été agité il y a à peu près 1 an et demi et que lorsque les Russes, effectivement, ça allait pas très bien sur le front, il y a effectivement cette idée qui a commencé un peu à tourner dans certains cercles de réflexion en Russie, disant finalement on a des armes nucléaires, autant les utiliser, même tactique. Alors tactique c'est Hiroshima, hein, mais donc tactique pour grosso modo faire passer un message que il est inacceptable que la Russie perde. On a bien vu en fait de façon officielle et par les canaux diplomatiques que les Chinois, les Indiens, les Américains ont dit, donc les Américains avaient fait une réponse très claire, on va raser grosso modo l'armée russe, tout ce qui est en Ukraine c'est fini. Les Chinois et les Indiens ont dit, il est hors de question qu'on vous soutienne la Russie dans passer cette espèce de rentrer dans ce tabou nucléaire. Donc pour le coup, il y a quand même une espèce de consensus global qui est que l'arme nucléaire, effectivement, ça sert à dissuader, mais c'est pas à être utilisé. Donc peut-être qu'un jour on franchira ce pas-là, et je ne l'espère pas parce qu'effectivement il y aura des conséquences en chaîne qui seraient absolument pas maîtrisable en fait par celui qui utiliserait la bombe. Mais par contre, effectivement, comme ça a été dit, je pense que ces gens-là sont quand même un minimum raisonnables. Ils ont surtout pas envie de mourir déjà. Et donc du coup, effectivement, dans ce cadre-là, on sent quand même qu'il y a une pression mondiale qui fait que l'utilisation de l'arme nucléaire reste à ce jour, en tous les cas, quelque chose qui est inimaginable pour la plupart des dirigeants mondiaux.